Alors, on le voit tous les jours, les modèles d'intelligence artificielle deviennent absolument gigantesques. Et oui, ça s'accompagne de gains de précision assez impressionnants. Mais cette course à la taille, ça pose un défi, un défi colossal. Comment est-ce qu'on fait pour les entraîner? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Comment entraîner ces modèles qui dépassent, et de très loin, la mémoire d'une seule et unique machine. 1000 milliards. C'est un chiffre qui donne le vertige, non? Et pourtant, c'est le nombre de paramètres que les chercheurs visent. Pour qu'on se représente bien ce que ça veut dire, un modèle pareil, ça demanderait à peu près 16 téraoctets de mémoire, juste pour stocker ces trois composants essentiels. Les poids du modèle, bien sûr, les gradients, qui sont en gros les instructions pour l'améliorer, et puis les états de son optimiseur, qui lui guide tout l'entraînement. Et 16 téraoctets, c'est juste bien au-delà de ce que le meilleur GPU du marché peut espérer contenir. Du coup, voilà la question fondamentale. Si le modèle ne rentre pas dans une seule machine, la solution, a priori, elle a l'air simple, non? On n'a qu'à en utiliser plusieurs. Logique. Sauf que, comme on va le découvrir, passer de l'idée à la pratique, c'est une autre paire de manches. Ça soulève tout un tas de problèmes vraiment complexes, que ce soit en termes de communication entre les machines, d'optimisation et surtout, d'efficacité mémoire. Alors, partons de l'idée la plus simple, la plus intuitive, le parallélisme de données. Le concept est vraiment direct, on prend notre modèle, l'intégralité du modèle, et on en fait une copie sur chaque processeur, ou plus souvent, sur chaque GPU disponible. Ensuite, chaque GPU va bosser sur son propre petit morceau des données d'entraînement. C'est vraiment l'approche de base, le point de départ pour essayer d'accélérer tout ça. Si on regarde comment ça se passe en pratique, par exemple dans l'écosystème PyTorch, on trouve principalement deux méthodes. Et pour bien comprendre la différence, l'analogie de l'orchestre est parfaite. D'un côté, on a data parallèle. Imaginez un seul chef d'orchestre qui essaie de crier ses instructions à tous les musiciens en même temps, ça crée forcément des embouteillages. De l'autre côté, on a distributed data parallèle qu'on appelle DDP. Et là, c'est beaucoup plus efficace. C'est comme si chaque section de l'orchestre avait son propre chef. Tous les musiciens ont la partition complète, c'est notre modèle, mais chacun joue une partie différente de la musique, ce sont nos données. C'est une approche qui fonctionne sur plusieurs machines, et aujourd'hui, c'est clairement devenu le standard. Mais bien sûr, cette idée est si simple en apparence, a un coût caché, un gros coût même. Pour que l'entraînement fonctionne, il faut que le modèle reste parfaitement cohérent sur toutes les machines. Et pour ça, elles doivent parler entre elles, constamment. À la fin de chaque étape de calcul, tous les GPU doivent se synchroniser, se mettre d'accord pour être sûr qu'ils appliquent tous exactement la même mise à jour au modèle. Et cette communication, ça devient très vite le goulot d'étranglement, le principal obstacle à la performance. Concrètement, comment ça marche, cette synchronisation? Ça se passe en 4 temps. D'abord, étape 1. Chaque machine ou chaque worker calcule les gradients en se basant sur sa propre tranche de données. Facile. Ensuite, étape 2. Et là, c'est vraiment le moment clé. Tous les workers communiquent entre eux pour faire la moyenne de tous leurs gradients. C'est une opération collective assez connue qui s'appelle all reduce. En gros, on rassemble tout, on fait la moyenne et on redistribue le résultat à tout le monde. Après ça, aux étapes 3 et 4, c'est simple. Chaque worker reçoit ce gradient final, moyenné, et met à jour sa propre copie du modèle avec. Vous l'aurez compris, c'est cette fameuse opération All Reduce de l'étape 2 qui coûte cher et qui est au cœur du problème de communication. Ok, donc on a un premier problème de communication. Mais il y en a un autre. Pour que cet entraînement distribué soit vraiment efficace, il faut que chaque GPU ait suffisamment de travail. Et ça veut dire qu'on doit utiliser de très grands lots de données, ce qu'on appelle des batchs. Sauf que, pendant longtemps, les chercheurs ont fait face à une sorte de casse-tête. Ils ont remarqué un truc bizarre. Quand on utilisait de très grands batchs, le modèle semblait perdre en qualité. Il avait plus de mal à généraliser ce qu'il avait appris à de nouvelles données. C'était un vrai mystère. Et la solution, elle est arrivée avec un papier de recherche qui a vraiment marqué les esprits, intitulé ImageNet in 1 Hour. L'idée clé, c'est une règle toute simple qu'on appelle la règle d'échelle linéaire. En gros, si vous multipliez la taille de votre batch de données par un certain nombre, disons K, alors il faut aussi multiplier votre taux d'apprentissage par ce même nombre K. C'est tout bête, mais c'est d'une puissance incroyable. On combine ça avec une petite phase de warm-up au tout début, c'est-à-dire qu'on augmente le taux d'apprentissage tout doucement pour pas brusquer le modèle, et hop, le casse-tête était résolu. On pouvait enfin utiliser des batchs de données gigantesques tout en gardant une excellente précision. Bon, on a une solution pour la communication, on a une solution pour la taille des batchs. On pourrait croire qu'on est au bout de nos peines, mais non. Le plus grand ennemi, l'obstacle ultime, reste là. La limite physique, bien réelle, de la mémoire sur chaque appareil. Parce que même avec notre parallélisme de données, rappelez-vous, chaque GPU doit toujours stocker une copie complète du modèle, des gradients et des états de l'optimiseur. Et pour un modèle qui fait des milliards de paramètres,
Eh bien, c'est juste impossible, ça ne rentre pas. Le vrai problème, le souci fondamental du parallélisme de données, c'est qu'il y a une redondance cachée. En fait, c'est un gaspillage monumental de ressources. Pensez-y, chaque GPU stocke une copie absolument identique de tout. Les paramètres du modèle, les gradients qui viennent d'être calculés, et surtout les états de l'optimiseur, comme Adam par exemple, qui à eux seuls peuvent prendre 2 fois plus de place que le modèle. C'est cette redondance, ce gaspillage qui est la vraie cause du mur de la mémoire. Et c'est là qu'arrive la percée. L'idée de génie, elle vient de l'optimiseur 0, qui veut dire Zero Redundancy Optimizer, l'optimiseur à zéro redondance. Le nom dit tout. L'idée est d'une simplicité désarmante. Au lieu de tout répliquer partout, pourquoi est-ce qu'on ne partitionnerait pas la mémoire? Regardons le schéma ensemble. La ligne du haut, baseline, c'est la situation de départ. Chaque GPU stocke tout. Les paramètres en bleu, les gradients en orange, les états de l'optimiseur en vert. On voit bien la redondance, tout est dupliqué. Zero va éliminer ça étape par étape. D'abord, il s'attaque aux états de l'optimiseur et les répartit. Puis, il fait pareil avec les gradients. Et enfin, dans sa version la plus avancée, il partitionne même les paramètres du modèle. Regardez la dernière ligne du schéma. Chaque GPU ne détient plus qu'un tout petit morceau de l'ensemble. Et ça libère une quantité de mémoire absolument phénoménale. L'impact, franchement, il est spectaculaire. Les chiffres qui sont là parlent d'eux-mêmes. Pour un modèle de 7,5 milliards de paramètres, on passe de 120 gigaoctets de mémoire par GPU à moins de 2 gigaoctets. C'est incroyable. Et pour notre fameux modèle à 1000 milliards de paramètres, on passe de 16 000 gigaoctets, une quantité juste inimaginable, à seulement 15,6 gigas par GPU. C'est une réduction tellement drastique que ça rend tout simplement l'impossible possible. Toutes ces idées qui, il n'y a pas si longtemps, étaient des sujets de recherche hyper pointus, ont complètement changé la donne. Ce n'est plus du tout de la théorie. Aujourd'hui, tout ça s'est intégré dans des outils super puissants et surtout très accessibles qui permettent à des développeurs du monde entier d'entraîner des modèles à une échelle qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a quelques années à peine. On a par exemple le Distributed Data Parallel de PyTorch qui gère la base de la synchronisation. On a bien sûr DeepSpeed de Microsoft qui implémente directement les optimisations zéro dont on vient de parler. Il y a aussi Horovod qui vient à l'origine de chez Uber et qui a vraiment aidé à populariser l'opération All Reduce efficace. Et plus récemment, des outils comme Accelerate de Hugging Face rendent l'utilisation de tout cet écosystème distribué incroyablement plus simple. En fait, tous ces outils, leur but, c'est d'emballer toute cette complexité pour que ce soit quasiment transparent pour nous, les utilisateurs. Voilà, on a réussi à briser ce fameux mur de la mémoire. La voie est maintenant ouverte pour des modèles encore plus grands, encore plus puissants. Mais ça nous amène forcément à la question suivante. Maintenant que la mémoire n'est plus le principal obstacle, quel est le prochain grand défi? La prochaine limite? Est-ce que ce sera le coût énergétique, qui devient astronomique, ou la complexité toujours plus grande des algorithmes de communication, ou peut-être tout simplement la difficulté de trouver assez de données de bonne qualité pour nourrir ces nouveaux géants? Une chose est sûre, la course à l'échelle, elle, est loin d'être terminée.